Le 28 septembre 2013, les Guinéens se sont rendus aux urnes pour leur première élection parlementaire depuis près de 10 ans dans un contexte tendu après des violences post-électorales. Ensuite, c'était au tour des Camerounais de voter pour le compte des législatives et municipales dans leur pays. C'était donc ce lundi 30 septembre 2013. Plus de 5 millions d'électeurs devaient choisir 180 députés et plus de 10 000 maires à travers tout le territoire camerounais. Toutefois, dans les deux cas, c'est-à-dire en Guinée-Conakry, mais également au Cameroun, des irrégularités ont été constatées. C'est donc l'objet de notre débat ce soir. Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver sur Afrique Média. Alors, pour en discuter, ce sera avec vous, monsieur Etoundi. Bonsoir. Bonsoir Manuela, il faut peut-être préciser qu'avec cette émission, nous ouvrons là la grande série. Il faut peut-être dire aussi qu'il s'agit des questions électorales en Afrique, et l'on est là dans un chassé-croisé, c'est-à-dire le Cameroun, vous l'avez bien dit à l'entame, où une élection municipale et législative, un double scrutin a eu lieu le 30 septembre. Et en même temps qu'en Guinée-Conakry, le 28, vous l'avez rappelé, les Guinéens se rendaient aux urnes. Donc, c'est des questions électorales, les enjeux, les perspectives, les problèmes, les difficultés, tout ce qui se passe autour de ces questions électorales. Je crois que, d'entrée de jeu, vous allez peut-être présenter tout d'abord les panélistes qui vont en débattre avec nous au cours de cette émission. Bien évidemment, nous recevons donc monsieur Sadio. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Et bienvenue sur le plateau d'Afrique Média. Tout à fait heureux d'être avec vous et de scruter comme d'habitude sur Afrique Média. Dire ce qu'on connaît et ne pas dire ce qu'on ne maîtrise pas, c'est le but d'Afrique Média, et d'édifier les milliers d'Africains qui comptent sur nos possibilités et nous font confiance. D'accord. Également, monsieur Paulquin, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci de m'avoir invité à ce débat qui portera bien entendu sur les élections qui viennent de se tenir dans deux pays africains, notamment la Guinée-Conakry et le Cameroun. Voilà. Nous avons monsieur Patrick Sapak. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau d'Afrique Média. Merci bien, et c'est toujours un plaisir de me retrouver sur cette tribune pour dire toute la vérité à la conscience collective africaine. Ok, le décor est donc planté. Nous abordons tout de suite la première articulation de la soirée. C'est évidemment avec le Cameroun, avec ce premier élément vidéo. Satisfaction, maturité du processus électoral. Je constate une affluence très importante. J'ai eu l'opportunité tout à l'heure de serrer la main à quelques-uns de mes adversaires, qu'il s'agisse de l'UNDP ou du RDPC. Sans animosité, je suis heureux de ce que la démocratie est en train réellement de devenir une culture. Les uns et les autres sont en train de se l'approprier. J'ai effectué effectivement mon devoir civique. Je suis candidat député, candidat maire. Ne me demandez donc pas pour qui j'ai voté. Mais de manière générale, je suis vraiment satisfait et je souhaite que ce climat de détente, de convivialité, attestant de la maturité du processus électoral dans l'esprit des uns et des autres, que cela continue jusqu'à la fin, de rester serein jusqu'à ce qu'on finisse de dépouiller, et puis ma foi, d'accueillir les résultats avec sérénité, avec sportivité. Vous avez dit... La foi est permise pour tout un chacun. Dès lors qu'on se porte candidat, on a la conviction de ce qu'on va gagner la partie, incontestablement. Mais je voudrais vous prendre, vous, à témoin, les journalistes, de ce qu'on pourrait considérer comme baromètre, qui pourrait mesurer à la fois les tendances, la cote d'amour dont les partis politiques peuvent faire l'objet, qu'il s'agisse donc des meetings, et vous avez eu l'opportunité de couvrir la cinquantaine de meetings que j'ai organisés à l'intérieur de Garoua ou hors de Garoua, ou la campagne de proximité. Je pense qu'il est permis de penser qu'il y a symbiose entre le détenteur de la souveraineté, qu'il s'agisse de l'élection législative ou municipale, et du FSNC en général, de ses dirigeants et du président national.
Ministre de la Communication du Cameroun et porte-parole du gouvernement, et par ailleurs engagé dans cette compétition municipale et législative dans son parti politique. On va peut-être d'abord essayer d'analyser, de vous donner la parole à vous, chers panélistes, pour apprécier les propos d'Issa Chiroma Bakary qui parle de baromètre, de la démocratie, de bon déroulement, d'engagement. Monsieur Patrick Safak, lorsque vous regardez le ministre parler, le ministre de la Communication, président d'un parti politique engagé dans cette compétition, qu'est-ce que vous retenez? Je retiens que c'est fondamentalement du cirque. Quand on va rentrer dans ce débat de manière profonde, je vais expliquer que je dois rester constant parce que je l'ai déjà dit sous d'autres occasions, que ce soit en Guinée-Conakry où on va se projeter tout à l'heure, ou au Cameroun, ou même dans toute l'Afrique francophone, tout ce qu'on prend pour élection, c'est tranquillement de l'escroquerie politique et du banditisme démocratique. Parce que une élection a un sens. C'est toujours la traduction, voilà, la capitalisation de l'homogénéisation et la rationalisation des opinions des potentiels électeurs. Et il y a des indicateurs. La plupart des pays du monde se revendiquent de la démocratie parce qu'elle recouvre un ensemble de valeurs. État de droit, respect de la loi, séparation de pouvoir, alternance au pouvoir, égalité, etc. Donc c'est une école de gestion des contraires qui enseigne à des personnes qui n'ont pas toujours la même vision des choses, la même conception de la vie, à vivre ensemble en se tolérant mutuellement. Ça veut dire qu'il faut écouter les autres. Alors, que ce soit... vous ne trouvez donc pas matière à une avancée politique par rapport, en fait, démocratique? Certainement pas. Et je dois rapidement l'expliquer à la conscience africaine. Vous savez, il existe dans le monde ce qu'on appelle les pôles d'échange secondaires, c'est-à-dire un ensemble de pays qui ont le même type de structure économique et donc par voie de conséquence le même type d'échanges internationaux. Vous avez les super industrialisés composés des États-Unis, de l'Allemagne et du Japon qui font les 2 tiers de la production mondiale. Vous avez les développés, vous retrouvez la France et les autres. Vous avez les nouveaux pays industrialisés, c'est-à-dire ceux qui sont en train d'aller vers le développement. Vous avez les pays de l'OPEP qui exportent le pétrole et finalement vous avez les PMA, c'est-à-dire les pays les moins avancés. Et nous sommes 50 ans après ces indépendances nominales. Tous les pays d'Afrique francophone se situent toujours dans le dernier registre, c'est-à-dire les PMA. Mais pourquoi cela se passe? Parce que dans ces nations-là, aucun chef d'État n'a ce que j'appelle les manettes de sa République. Et c'est quoi les manettes de la République? C'est la pleine capacité, la pleine responsabilité de l'information, d'organisation, de décision, d'action, d'évaluation, de contrôle et de sanction. Et c'est cela qui fonde la souveraineté. Alors, on va revenir à vous sans vous couper. Monsieur Paul Keng, vous êtes un coach et vous regardez avec beaucoup d'attention ces élections. On est là au Cameroun, on va aller en Guinée tout à l'heure. Mais vous n'y trouvez pas quand même une matière fondée sur les propos de monsieur Issa Chiroma Bakary, c'est le ministre de la Communication, mais le président du FNC. Oui, je dois dire que j'ai découvert M. Issa Chiroma. À l'époque, il était militant de l'UNDP. Après, il y a eu scission, il s'est retrouvé à l'ANDP avec un certain Moustapha. Et même dans ce parti, ça n'a pas été la lune de miel. Il s'est retrouvé en train de former son parti politique. Et là, c'est un cas d'école en termes de démocratie au Cameroun parce que M. Issa Chiroma s'est retrouvé dans l'opposition et même... Après quelques années, on s'est rendu compte qu'il n'était pas à l'aise. Il s'est mis donc à flatter, je peux dire, le chef de l'État et son parti pour qu'on lui réserve une place de choix quelque part. Et sa manière de parler en faveur du chef de l'État l'a amené certainement là où on le retrouve actuellement depuis un certain temps en tant que ministre de la Communication. Et je dois le dire, c'est un sous-marin du RDPC. Il ne porte pas la tenue du RDPC, mais il faut le reconnaître, c'est quelqu'un qui ne gagnera certainement pas ces élections. Et d'ailleurs, on constate... Il ne gagnera pas les élections. Il ne gagnera pas parce qu'il a besoin d'avoir un poste juste pour défendre le parti au pouvoir, tout en disant qu'il ne fait pas partie de ce parti-là,
alors qu'il défend bec et ongle le chef de l'État. Peut-être pour Manuela, pour terminer avec M. Paul Nkem, vous évoquez quelque chose de très sérieux là. Il ne gagnera pas les élections. Mais s'il ne gagne pas les élections, est-ce qu'il peut encore avoir une place au gouvernement? Parce que en perspective, comme nous sommes en train d'analyser enjeux et perspectives, ça peut déboucher sur la formation d'un gouvernement. Oui, il faut savoir quel rôle il joue en faveur du chef de l'État. S'il est encore important dans son rôle, je ne vois pas pourquoi, moi, chef de l'État, à la place du président actuel, je laisserai Chiroma se retrouver à la diète. Je vais le garder dans mon camp. Merci bien, Manuela. Alors moi, j'aimerais savoir si M. Sadjo est d'accord avec M. Paul Nkem. Non, pas tout à fait, même avec les deux. Pour moi, avec mon ami Sapa, pour moi, à chaque fois qu'il y a une élection réussie, parce qu'il y a deux phases dans les élections. Il y a d'abord les élections et il y a le dépouillement des élections. C'est là où les sentiments, souvent, s'ergotent. Mais dès qu'il y a élection, pour moi, il y a une réussite. Parce que celui qui accepte d'aller aux élections a déjà accepté la concurrence. Mais malheureusement, en Afrique, ils pensent que les élections se gagnent comme hier, lundi. Alors que les élections se gagnent pour un parti politique bien respectable, bien avant cela. Il y a la politique de proximité, il y a la politique de fiabilisation de l'identité politique que vous proposez. Mais en Afrique, qu'est-ce qu'on voit? Quand il dit folklore, certes, mais le pays d'où je suis ressortissant a des élections sérieuses. Parce que nous sommes à 4 alternances. C'est vrai, à un moment donné, c'était le rituel africain. Mais aujourd'hui, le peuple sénégalais a eu notre aperçu des élections. Parce qu'il faut d'abord regarder les gens qui gouvernent. En Afrique, il y a deux sortes de gouvernance. Il y en a qui gouvernent avec des amis. Cela n'est pas gouvernance, ça s'appelle le règne. Ceux qui gouvernent doivent gouverner avec des compétences. Les élections législatives viennent de se passer au Cameroun. Je n'ai pas entendu de bagarre ou de mettre des sacs. De bagarre, il y a quand même eu. Hein. Oui, bagarre électorale. On va en parler tout à l'heure. Bagarre électorale. Et bagarre de sensibilité. Mais tout s'est passé vraiment bien. Parce que moi qui vous parle, je me suis baladé dans le quartier que j'habite jusqu'à 1h tardive de la nuit. Vraiment, je n'ai pas été bousculé ni inquiété comme auparavant. Je suis allé me coucher. C'est vrai, on a été interpellé à un moment, mais le commandant était d'une élégance et d'une correctitude. Quand moi je lui ai dit, écoutez, monsieur le commandant, ceux-là, quand ils vont se coucher, ils vont se lever, ils iront mettre leur carte vers 16h ou qui, s'ils sont des électeurs. On ne les bouscule pas, on les laisse se promener. Il m'a dit, vous avez raison. D'habitude, on disait à tout le monde, va te coucher. C'était vraiment comme si c'était état d'urgence. Or, les gens ont vagué à leurs occupations. Le matin, ils sont partis mettre leur bulletin où ils savent. C'est eux seuls qui détiennent le monopole de leur savoir et de leur conscience politique. Ça, moi, j'ai apprécié. J'ai apprécié parce que je crois que le multipartisme n'a pas duré. Quand il dit c'est une farce, c'est vrai. On peut le dire comme ça. Mais d'abord, c'est le militant qui doit savoir pourquoi il vote, pour qui il vote et pourquoi la cause de son vote. Pour aller dans ce sens, Manuela, on va peut-être, avant de prendre le second élément que vous avez certainement, on va peut-être faire rebondir ce débat en se demandant, mais est-ce que ce que M. Safak disait tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas une influence externe, c'est-à-dire les manettes qui tiennent peut-être les rênes en Afrique, comme il disait, plus précisément en Afrique francophone? Oui, j'étais en train de le dire et je le répète parce qu'il faut toujours que je précise. Vous savez, nous avons le devoir, la responsabilité sociale d'édifier nos compatriotes africains sur l'environnement dans lequel nous sommes. Parce que nous passons beaucoup de temps à s'appesantir sur la périphérie, alors qu'il faut rentrer dans l'action centrale. Donc, les gens qui vont à l'élection ont ce qu'on appelle des messages de campagne. Alors, tous les messages de campagne doivent avoir en substance des promesses de développement.
Et quand on parle de développement, ça suppose l'activité économique. Alors, pour que l'activité économique puisse apporter le développement, on doit avoir ce que je viens de dire. Et je reviens donc sur un élément essentiel pour l'Afrique francophone. Ouais. Nous avons 65% de nos réserves de change qui sont consignées dans le Trésor public français, dans le compte des opérations. Aucun chef d'État n'a le droit de savoir comment fonctionne ce compte des opérations. Et donc, ça veut dire... Ça a un lien avec la structuration électorale? Oui, j'explique. J'ai d'abord commencé à dire que le développement, hein, c'est la promesse de campagne, souvent. Et donc, le développement, lui, inclut l'activité économique. Parce qu'on ne peut pas parler de développement si l'activité économique ne suit pas. Vous comprenez? Alors, pour que l'activité économique suive, il faut qu'on ait la souveraineté économique pour être sûr que ce qu'on dit, on va le réaliser. Alors, j'ai dit que 65% des réserves de toute l'Afrique francophone, tous les pays d'Afrique francophone sont logés dans le Trésor public français. Vous comprenez, dans un compte des opérations. Et ils envoient 35% dans nos banques centrales qui n'ont d'africanité que le nom. Parce que là-bas, ce sont de gigantesques institutions bureaucratiques pour faire croire aux Africains que ces banques leur appartiennent. Et pourtant, ce sont des succursales monétaires françaises. Donc, au niveau de nos banques centrales, personne ne peut définir la politique monétaire. Je vais peut-être revenir dans un plateau plus où il y a plus de temps pour expliquer très bien comment fonctionnent ces comptes des opérations et comment il y a l'extraversion de nos économies à travers nos banques centrales. Donc, à partir de ce moment-là, le discours qu'on tient aux principaux destinataires de l'offre politique, ce sont des discours fondamentalement démagogiques. Et donc, on ne peut pas... vous devez savoir que en Afrique francophone, nous avons des bases militaires françaises. Et ces bases militaires françaises-là sont là pour contrôler tous les chefs d'État. Hein, ceux qui sont récalcitrants, on les dégage pour les remplacer par leurs compatriotes qui seront plus dociles. Parce que je dois vous rappeler que la France a toléré, provoqué les coups d'État en Afrique en conformité avec le degré de docilité de nos leaders vis-à-vis de leurs intérêts. Et donc, quand on l'a déjà fait, on a positionné un homme à la tête du pays, eh bien, va suivre justement l'élection législative ou alors municipale si vous voulez. Là-bas, ce sera la même structure, c'est-à-dire des gens qui vont promettre des choses sur la base de quoi, hein, personne ne sait. Et je viens de vous expliquer qu'on ne peut pas dire qu'une élection présidentielle, alors qu'on positionne des présidents, et que l'élection législative, elle va être claire. Et c'est pour ça que vous avez ce que vous étiez en train d'évoquer tout à l'heure, les fraudes à gauche, les bagarres à droite. Une élection ne doit pas logiquement donner lieu à ce genre de choses. Et je sors par là, c'est une chose qui est faite à dessein, parce que vous savez que lorsqu'il y a de l'instabilité quelque part, le développement ne peut pas s'installer. Et on fait donc l'effort de diviser les Africains dans leurs pays respectifs pour qu'il n'y ait pas de stabilité. Parce que le premier levier pour que les investisseurs viennent s'établir dans un pays, c'est le contexte politico-légal. C'est-à-dire la bonne gouvernance démocratique et puis qui est adossée sur l'ouverture au dialogue politique et au dialogue social. Il y a deux axes, la stabilité politique et la stabilité des politiques publiques. Donc, la stabilité politique, ce n'est pas que le peuple ne puisse pas exprimer son mécontentement vis-à-vis des décisions maladroites du pouvoir sans avoir affaire aux fourches caudines de la répression aveugle et démesurée. La stabilité politique, c'est la bonne gouvernance démocratique et l'ouverture au dialogue politique et au dialogue social. Il faut écouter les autres. On pourrait vous dire, avant, Manuela, vous prenez certainement l'élément et des autres pourront intervenir. En fait, j'aimerais vraiment qu'on revienne, qu'on recadre vraiment le débat parce que j'ai l'impression qu'on est en train de... On pourrait, Manuela, on pourrait en fait dire à M. Patrick Safar comment sortir de ce que vous dessinez comme un cercle pratiquement vicieux. Comment sortir en un mot? En un mot, il faut rompre avec les accords de coopération qui continuent de rendre utopique toute velléité de développement chez nous. Que tous les premiers ministres africains qui étaient disséminés dans le déploiement du fameux précaré français ont dû paraffer avec la France avant d'annoncer que leur pays était libre et indépendant, parce que ce sont des indépendances nominales. Mais sans vouloir vous couper, monsieur Sapak, nous reviendrons sur cette question. Ne vous en faites pas, on va évidemment essayer d'esquisser des petites solutions par rapport pour éviter ces irrégularités. Mais il faudrait vraiment qu'on reste dans le cadre de ces législatives et municipales, les irrégularités qui entachent un peu ces élections-là. J'ai dit tout à l'heure, pour que ce soit bien clair, je suis en train de parler en français. J'ai dit que ce sont des éléments périphériques
Vous comprenez? Oui. Moi, je suis le porte-parole d'une association panafricaine qui travaille à la défense des intérêts de l'Afrique. Et donc, on ne peut parler d'élection que dans un environnement précis. Et je viens d'expliquer bien le cadre. Donc, ce n'est pas de l'élection, c'est du banditisme démocratique. D'accord. En tout cas, on pourrait dire, Manuela, on pourrait dire à M. Patrick Safa qu'il assume ses propos. Parce que le banditisme, en tout cas, on va vous donner la parole à M. Paul Keng, parce que certainement, je l'ai vu comme s'il Oui, avait... moi je dirais tout simplement que M. Sapak a certainement raison dans le développement de ses idées. Mais ce soir, effectivement, comme l'a dit notre sœur journaliste ici, il s'agit de regarder quelles ont été les irrégularités, les avancées de cette élection qui vient d'avoir lieu. Donc je voudrais vraiment qu'on se concentre davantage sur ce volet. D'accord. Ok, donc nous allons donc lancer le second élément. Précisément, il s'agit des irrégularités qu'on a observées au nord du Cameroun et également à l'ouest du pays. Bon, je pense que depuis 8 heures ce matin, nous sommes à l'école du plateau ici à Garoua. Les bureaux de vote sont ouverts à l'heure bien indiquée. Et jusqu'à présent, il faut que celui qui a dit que Marine la la loi dit que les bureaux de vote ouvrent de 7h à 17h. De 8h à 17h. Moi j'ai vu, eux ils ont vu. Regarde comme ils ont vu. Donc il ne faut pas, si nous on ne veut pas parler, il ne faut pas qu'ils essaient de transposer ce qu'ils font au RDPC. Vous comprenez, non? Le seul élément que nous traitons ici, c'est nos scrutateurs et les ratisseurs. Et ça, il y a une équipe qui leur donne l'argent à manger, tout simplement. On n'a pas eu à faire un geste en faveur des autres militaires. Donc il faut qu'on soit clair là-dedans. Oui, mais c'est que c'est pas ici. Donc ça dit, moi je suis vigile de LDF. On n'était pas sur le j'étais au niveau de le tour. On m'appelle le Jaman qu'on a arrêté une carte ici. Effectivement, on est arrivé, on a tiré la carte ici. On est là, voilà, on est le président. On a saisi cette carte et finalement on ne veut pas effectivement nous dire là où sort la carte. Filmer ça entre secondes. Oui, parce qu'on est là, on veut qu'il parle. Oui, on a filmé ça entre secondes. On demande l'accord de notre président qu'il arrive. On donne la carte, parce qu'ils veulent voir la carte. Oui, ça va. Nous, là, on ne paye pas. Non, il ne paye pas. Tant qu'il est honorable. Vraiment, Zongo, pas maintenant, on est en train de faire. Pourquoi envier votre bandana? Là, on va s'en louper. Il ne faut pas que ça commence ici à partir. Il faut que je vous le dise. Donc, c'est ça que je suis en train de dire. Qu'il faut que ces enfants se cessent de faire ce qu'ils sont en train de faire là. Bon, j'essaie de faire autant de régions que possible pour voir comment les choses se déroulent. J'ai commencé avec le nord-ouest. Je vais faire l'ouest et puis je vais faire aussi le centre avant le soir pour avoir au moins le pool de 10 régions.
l'état des lieux jusqu'à ce moment de la journée, Monsieur le Président? Je crois que les choses se passent assez normalement. J'ai pu faire un certain nombre de bureaux de vote dans le nord-ouest, surtout là où les militaires votaient, et dans certaines zones rurales. Je crois que c'est le calme plat, et c'est aussi l'engouement. Je crois que partout où nous sommes passés, il y avait des gens qui étaient alignés et qui votaient donc dans l'ordre et dans la discipline. L'incident de l'école publique de Bantan en Bouddha est-il à négliger, Monsieur le Président? Bon, je crois que l'important déjà, c'est qu'on a pu le stopper net. Et je crois que les uns et les autres verront donc la sagesse du législateur qui, dans l'article 54, prescrit que les membres, qu'il n'y ait que le président qui puisse être dans la possibilité de voter sans être dans la liste du bureau de vote en question. Si on avait appliqué l'article 54, on n'aurait pas eu ce genre de problème. Parce que l'article 58 indique bien que les représentants des partis politiques, les représentants de l'administration doivent voter dans les bureaux où ils sont inscrits. Donc voyez-vous, donc si on avait appliqué dans cet acte, on n'aurait jamais eu cet incident. Mais l'important, c'est que les mesures conservatoires qui ont été prises sont bonnes. Je viens d'en être informé par le chef d'agence. Je tenais moi-même à être informé par la bouche la plus autorisée, qui est celle de notre chef d'agence ici. Je suis satisfait des mesures qui ont été prises. Il s'agit de quelles, Monsieur le Président? Bon, c'est-à-dire d'abord, les membres de la commission, ils ont reconnu pour quel parti ce monsieur a voté. Et on s'est entendu. Donc à la fin, on va soustraire dans ce bureau de vote donc, un bulletin valablement exprimé en faveur donc, de ce parti en compétition et dans les deux bureaux de vote. Et le monsieur, je crois qu'il est aux arrêts et on a procédé aussi à changer le président du bureau de vote, le bureau de vote et le représentant de l'administration qui ont fait preuve de légèreté. Merci. Voilà. Vous avez d'autres nouvelles qui viennent du Cameroun? Contact avec les membres du conseil dans le littoral, j'en ai eu plusieurs là dans le sud-ouest. Et je crois que c'est local plat. Je crois que dans l'ensemble, les gens sont contents des mesures prises par Elections Cameroun, allant dans le sens de la transparence dans la gestion de ce scrutin. Merci. Merci. Voilà, donc retour sur ce plateau spécial élections législatives et municipales au Cameroun, mais également en Guinée-Conakry. Nous recevons à l'instant aussi M. Daniel Le Toki. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, vous arrivez donc quand nous avons déjà commencé le débat. Le temps de souffler, nous allons essayer de poser la question à M. Sado de quelles sont vos impressions par rapport aux images que vous venez de voir, les irrégularités qui se sont déroulées, par exemple, là, à l'ouest du pays, au nord? J'ai constaté comme tout le monde. Vous savez, en matière d'élection, il n'y a pas d'élection parfaite. Les élections dans le monde entier, ceux qui perdent contestent, ceux qui se sentent en position de faiblesse les contestent. Vous avez vu les élections qui se sont passées aux États-Unis, qui est une des plus fortes démocraties. On a mis du temps pour parfaire les choses. Donc, à chaque élection, ses réalités et son processus de les maximaliser et de les parfaire. Il dit que c'est du banditisme. Je n'irai pas jusqu'à arriver là. Parce qu'à partir du moment où les opposants ont accepté d'entrer à la danse et que les choses ont été bien définies, c'est-à-dire le problème, et je reviens là-dessus, c'est les militants qui ne sont pas avertis. En Afrique, c'est le travail qui reste à faire. Conscientiser les masses, comme les Asiatiques ont pu le faire. Faire que les masses soient des patriotes. Et que tous ces petits bobos qu'on lui là, il a fait ceci, il a voté cela. Moi, j'ai été toujours responsable dans mon parti, le parti de Cheikh Anta Diop, quand il n'a jamais été candidat à une présidence, mais les législatives, les choses, il nous disait d'aller participer. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Mais le bureau où vous êtes, et qu'on a compté que Paul Nken a 20, et que M. Otunde a 14, et que M. Mais vous notez, et vous balancez, et vous gardez pour votre... Donc, selon vous, qu'est-ce qui explique? Les fraudes, c'est les gens qui sont cause des fraudes. À partir du moment où on a laissé les gens se balader dans des bureaux de vote, on ne sait pas ce qu'ils font là.
il y aura toujours quiproquo et fraude. Mais quand vous votez et vous évitez les attroupements, comme la loi l'a prédit, où est la fraude? Tu fais ton rang, tu pars à l'isoloir, tu mets ton bulletin, tu pars. Maintenant, ceux qui ont les moyens de fraude, pour les canaliser, c'est pas facile. Mais à partir du moment où l'opposition accepte, il a pris des frais de campagne et tout, il faut qu'ils acceptent les règles du jeu. Mais il y a quand même, pour terminer avec vous, il y a quand même une question relevée par Samuel Fonka Mazou, c'est le président d'Election Cameroun, sur l'article 54 en réalité, qui ne permet pas à certaines personnes d'accéder dans le bureau de vote. Il indexe là l'administration. Je ne comprends pas. Certaines personnes d'accéder au bureau de vote ne peuvent accéder que ceux qui sont accrédités. Ah oui, mais si vous êtes accrédité, les partis politiques qui font la concurrence ont le droit d'avoir quelqu'un qu'on a accrédité pour leur parti. Ah oui. Ça, c'est sine qua non. Comment vous pouvez être en concurrence et que vous ne pouvez pas envoyer quelqu'un pour représenter votre parti, les intérêts de votre parti? Je ne comprends pas. Pourquoi on ne peut pas empêcher un gars de l'UPC d'aller être à côté d'un monsieur de RDPC pour surveiller les intérêts de l'UPC? Si l'UPC n'a pas envoyé quelqu'un, c'est le tort de l'UPC. Comment voulez-vous que le RDPC vienne défendre les intérêts de l'UPC alors qu'il est son compte? En ce temps-là, il faut laisser le cafouillage, c'est-à-dire des gens qui... On ne laisse pas le cafouillage. Il faut former les gens, leur dire que les élections, c'est demain à telle heure. Vous vous abstinez de certaines de vos occupations et vous défendez loyalement et bien votre parti. Moi, j'ai fait une campagne ici pour Macky Sall, excusez-moi du peu. Macky Sall n'avait pas 5 francs qu'il nous a envoyés. Nos adversaires avaient des millions qu'on leur a envoyés du pays parce que c'est le parti au pouvoir. J'ai fait de la proximité. Je me suis levé le matin en bon citoyen qui voulait que Macky Sall... Non, qui voulait que la coalition, au deuxième tour surtout, Ben Bokaya passe, mais j'ai défendu les intérêts de mon parti. Ok, monsieur Sadio, nous allons... monsieur Daniel Toké, nous revenons... Je sais où je vais, je sais ce que je ferai. Nous revenons vers vous, vous avez trouvé des images. Et je tiens également à ajouter qu'à Gandera également, on a... relevé des irrégularités. Il y a même eu des échauffourées entre le parti RDPC et l'UNDP. Il a fallu que des agents de sécurité interviennent même pour séparer les militants des deux partis parce que, soi-disant, le parti, c'est-à-dire l'UNDP, accuse le RDPC d'aller même jusque dans les domiciles pour acheter les voix contre de l'argent. Oui, également à Douala 4e. À Douala 4e, il y a certains électeurs... Oui, monsieur. L'UNDP a dit que ils ont parti dans les maisons acheter les cartes. Mais les cartes vont s'acheminer vers le bureau de vote ou bien ils vont le jeter? Parce que s'ils viennent au bureau de vote, moi qui suis pour mon parti, je crois que tu ne vas pas voter sans que ma carte d'identité t'identifie. Sans que j'identifie ta carte. C'est-à-dire acheter des voix avec de l'argent. Oui, ils achètent les voix avec de l'argent. Mais ces voix iront aux urnes. Les voix qu'on a achetées viennent aux urnes. Oui, mais cela ne garantit pas que la personne voulait voter on ne se comprend pas. J'ai acheté la voix de ce caméraman qui est à côté de moi. Je l'amène. Je vais bourrer les urnes pour que quand Sadio dort. Mais normalement, si vous venez, la carte d'identité de Sadio doit collaborer à son nom qu'on a inscrit sur la liste électorale. Si la carte même est faite à Garoua et que nous devons voter à Douala, Sadio ne vote pas. Et si Sadio a accepté de jouer le jeu de la corruption étant régulièrement inscrit? Moi, j'efface sa corruption que lui, il a acceptée. Bon, on va continuer. Avec monsieur Toké. Manuela, merci déjà de me recevoir sur ce plateau. Je suis d'avis que les élections législatives qui ont eu lieu ont connu quelques manquements, mais il est d'abord lieu de se féliciter. De se féliciter quand même dans l'ensemble que tout a été organisé de manière à ce que les choses se passent bien. Je veux même dire dans la sécurité et même dans la transparence. Je le dis parce que j'ai eu l'occasion, comme la plupart de nos concitoyens, de me rendre pour remplir mon devoir citoyen. Alors, je sais qu'il y a eu des incidents signalés de part et d'autre, mais ces incidents, nous devons les mettre sur le compte de l'immaturité. Voyez-vous, c'est vrai, le Cameroun ne connaît des élections vraiment libres et démocratiques que depuis les années 90.
Alors, c'est chaque jour, chaque élection qui passe, que l'expérience vient et la maturité aussi. Il va sans dire que pour ces élections, les fraudes, en fait, ce qu'on signale comme cas de fraude ne sont véritablement que des remarques faites, parce qu'on ne peut parler de fraude que lorsqu'il y a eu, dans le cadre d'un bureau ou bien de plusieurs bureaux de vote, un nombre élevé de votes plus que celui d'inscrits. Alors, mais il se trouve que les petites erreurs qu'on a remarquées, c'est soit le numéro d'électeur ne correspondait pas à celui inscrit sur les listes, soit alors il y avait des doublons, donc certains électeurs ont reçu plus d'une carte d'électeur, mais ça aussi, ce sont les erreurs du système informatique et le reste. Donc pour ce qui est des événements que vous avez signalés, l'achat de vote, oui, ça peut rentrer dans le cadre un peu aussi de la fraude, parce qu'il est interdit, le jour de l'élection, de continuer à faire la campagne. Alors, si on a acheté le vote de certains électeurs, nous savons bien que le vote est secret. Chaque individu se présente devant les scrutateurs et, tel que j'ai vu, il y a sa photo sur la liste électorale. Il y a également une photo sur la carte d'électeur. Et chaque parti politique a un représentant. Et tous ont le droit et même le devoir de vérifier la conformité de l'identité de la personne avant de lui donner les bulletins pour accéder à l'isoloir. Donc je dis, à ce niveau-là quand même, on ne saurait vraiment signaler des cas. Mais pour ce qui a été relevé tout à l'heure, là j'ai vu des images, des représentants des partis politiques qui n'étaient pas régulièrement inscrits dans un bureau de vote, mais qui ont voulu voter dans ce bureau-là, et l'article 54 que vous avez relevé, en principe interdit cela. Moi je dis, les partis politiques ont intérêt à mieux s'organiser. Une élection se prépare bien avant. Avant de désigner des scrutateurs dans un bureau de vote, assurez-vous qu'ils sont bien inscrits dans ce centre de vote. Vous ne pouvez pas déplacer les gens à Yaoundé pour venir superviser ou faire scrutateur à Douala, et vous voulez qu'ils votent à Douala, où ils ne sont pas inscrits, où on ne peut pas vérifier leur identité. Donc, mais si les partis politiques, qui à l'avance, savaient que au bureau de vote de Bastos à Yaoundé, par exemple, puisque j'ai des candidats aux municipales ou aux législatives, je devrais préciser que tel représentant de mon parti soit un résident de cette localité, régulièrement inscrit sur cette liste électorale, afin qu'il soit naturellement en mesure de voter en tant que scrutateur et en tant qu'électeur au niveau du bureau de vote. Monsieur Daniel Toké, pour terminer avec vous et peut-être avec Paul Keng, Paul Keng est encre indélébile par endroit des mandataires et bulletins de vote absents, réseau de 695 faux électeurs démantelés, doublons, usurpation des identités, vous avez déjà parlé de ça, mais c'est quand même un peu dans le cas des irrégularités, même si c'est périphérique, oui, ça cause quand même des problèmes. Alors, Monsieur Paul Keng, avant de revenir à vous. Oui, moi je voudrais parler des préparatifs d'abord. Avant cette élection d'hier, il y a eu d'autres élections dans ce pays qui ont été émaillées de multiples fraudes. Et ces fraudes ont amené les partis d'opposition à proposer, avec le concours de certaines organisations internationales, la mise en place d'autres structures comme la biométrie. Alors la biométrie, certes, n'a pas résolu tout le problème, mais il faut reconnaître qu'elle a diminué la litanie des réclamations que nous connaissons d'habitude. Ah donc c'est une avancée quand même. C'est une avancée pour ma part, parce que hier, moi j'ai voté, j'ai observé effectivement que cette encre, pour certaines personnes, était indélébile et pour d'autres pas. Et également, au niveau de mon numéro qui était porté sur ma carte électorale, on s'est rendu compte qu'il y avait une différence sur les documents que détenaient les scrutateurs. Donc, à ce niveau-là, je suis parti de ce bureau de vote avec quelques doutes, en me posant des questions, savoir est-ce que si tout le monde s'est retrouvé devant cette situation, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que en réalité, ceux qui sont au pouvoir n'entendent pas perdre le pouvoir pour n'importe quelque raison que ce soit. Ils ont tous les moyens pour se préparer. Et ceux qui veulent accéder au pouvoir, quelquefois,
n'ont pas le temps de savoir quelles ont été les méthodes utilisées par ceux qui sont en place pour conserver ce pouvoir. Donc, en ce qui concerne notre élection d'hier, je le dis et je le confirme ici, il y a eu des avancées parce que déjà, il y a eu près de 75% de participation pour ceux qui ont été inscrits. Mais il faut reconnaître que les fraudes massives qui ont eu lieu avant ont émoussé l'engouement des Camerounais qui se demandent est-ce que ça vaut encore la peine d'aller introduire mon bulletin dans une urne. Les gens se posent effectivement cette question. Et même en Guinée-Conakry, dont nous allons parler tout à l'heure, la même question existe. Je ne dis pas que le gouvernement a, ou bien le parti au pouvoir a organisé la fraude à tous les niveaux, mais il faut reconnaître que les électeurs, les populations de ces deux pays se retrouvent devant un dilemme. Est-ce que ma voix peut encore compter? D'accord, merci, monsieur Paul. Monsieur Sadio, excusez-nous, vous allez reprendre la parole. Hein. Il faudrait vraiment, le temps nous tient vraiment à la gorge. Il faudrait qu'on passe au prochain élément. Après, vous prenez. Ne vous en faites pas. Voilà, nous sommes là pour éclairer les processus. Parce que les gens s'entracusent mutuellement. Je vais vous donner l'exemple qui me concerne le plus. Parce que je viens de faire des élections où j'ai battu le parti au pouvoir. Sincèrement, au deuxième tour. Premier tour, ils m'ont battu. Mais voilà, les histoires de fraude. Vous savez comment les gens faisaient les fraudes? Ils attendent pour vous distraire avec le repas ou la boisson. Ils prennent des cartes qu'eux, ils savent où les ont détenues, ils les bourrent. Là, qu'est-ce que moi je fais? Je compte le nombre d'inscrits dans mon bureau. Si le nombre de votants dépasse le nombre d'inscrits, je me porte à faux. Je me porte à faux. Monsieur Etondi, nous allons vraiment revenir. Il faudrait vraiment qu'on avance. Oui. Moi, je me porte à faux sur ce le prochain élément sur le vote présidentiel au Cameroun. C'est assez dépouillé, il faut le dire. Le chef de l'État va immédiatement se rendre au bureau de vote de Bastos. Et vous l'avez vu dans la liste tout à l'heure, le président Paul Biya est inscrit sous le numéro 109. Exactly. And he has handed his identity card, the national identity card, alongside his voter's card, which is what is required by law. You can see the two of them there. We want to express our gratitude to our cameraman for picking just what we want, the pictures. He's being given an envelope and the ballot papers of the different political parties that are competing for the legislative elections. Le président du bureau de vote s'appelle Maurice Songba. Oui. Ça a changé. Qui exerce donc depuis ce matin. Voilà. On était habitué à quelqu'un d'autre. Vous voyez de qui je veux parler? Bah, les choses bougent un peu ici. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Voilà le président de la République, Paul Biya, qui accomplit son devoir de citoyen. À voter. He will now have to go back and collect the second ballot papers, this time for the municipal elections. He's just accomplished that for the legislative elections. And then thereafter, he will be giving the indelible ink on which he will put his thumbprint, and they would place that against his name on the electoral register to indicate that he has voted. And like you did say earlier, this is going to, and it's already generating a lot of interest. I'm sure many Cameroonians who were feet dragging because of the fact that they were not given credibility to the ongoing process which has been carried out by Elekam will begin regretting, because they certainly would know that things have changed effectively with the presence of Elekam organizing ce qu'il faut dire, Joe, c'est que cela se passe ainsi pour avec tous les électeurs. Oui. C'est l'électeur Paul Biya, c'est l'électeur lambda ici présent. Ça s'est passé exactement de la même façon depuis 8 heures ce matin. And while he does that, Joe, the next voter is waiting. Placing his thumbprint the next voter against who his may name be and Madame his picture. Alors, l'indélébile. It is indelible ink. Alors. And then the next voter is wiping the ink from. You can see.
Voilà donc ces images du président de la République camerounaise, Paul Biya, et son épouse Chantal Biya, qui sont donc allés voter à l'école publique de Bastos. Nous allons en reparler, ne vous en faites pas, mais il faudrait qu'on passe d'abord aux élections en Guinée-Conakry. Je crois qu'on a des images du déroulement de ces élections. Il faudrait peut-être achever avec le Cameroun et faire des rapports. Nous pouvons... la question qui... ah oui. Oui. Nous allons revenir à... Nous commençons, l'image, voilà. Voilà, donc ce sont les élections qui se sont déroulées là-bas en Guinée-Conakry. On voit donc les partisans, les militants des principaux partis, soit d'opposition, soit également du parti au pouvoir. Voilà, là c'est le meeting de l'un des principaux opposants, c'est le d'Alain Diallo. Voilà, donc c'est en Guinée-Conakry. On va également rappeler que comme au Cameroun également, là-bas, on a observé de nombreuses irrégularités. Monsieur Patrick Ken, Paul Ken, est-ce que vous avez également... Oui, avant cette élection législative de Guinée-Conakry, il y a eu deux faits importants. Le premier fait, c'est que le président élu depuis 2010 est arrivé au pouvoir par des voies pas très démocratiques, parce que au premier tour, il avait environ 15% de voix, et au deuxième tour, on l'a déclaré élu. On ne sait par quelle manigance. Et au cours de cette élection, on avait également observé que les voix de certaines régions qui lui étaient défavorables ont été complètement jetées dans la poubelle. C'est ce qui a favorisé son élection. Depuis donc qu'il est arrivé au pouvoir, ça fait 3 ans, on n'a pas pu organiser une élection parce qu'il a mis en place un système de fraude dont le système électoral était entre les mains de ceux qui pouvait absolument faciliter son parti en cas de législative. Les partis d'opposition s'y sont opposés de manière énergique. Au point que, il y a quelques jours, quand l'Union africaine et les Nations unies ont réussi à mettre les deux partis en accord pour que se tienne enfin cette élection, Alpha Condé, étant conscient du fait qu'il allait perdre cette élection, a fait savoir à tout le monde qu'il y avait un coup d'État qui était en préparation pour le renverser. Une occasion pour lui de s'attirer les faveurs des populations qui allaient se dire que non, il ne faudrait pas que le désordre s'installe chez nous. Ça, c'est des actes qu'il faut mettre dans le cadre des élections africaines mal préparées. Et dans cet ordre d'idée, il faut reconnaître que cette élection, bien qu'elle ait eu environ 80% de participants, n'était pas celle que les Guinéens attendaient. Toutefois, il est fort à parier que Alpha Condé et son parti risquent de la perdre. D'accord. Monsieur Sapak, justement, les principaux leaders de l'opposition se sont regroupés lundi dernier, dans le 30 septembre, pour c'est-à-dire dénoncer ces anomalies et ont apparemment prévu des réactions si les élections, les résultats s'avéraient faussés. Je vais arriver tout à l'heure sur cette question, mais rapidement, je voulais revenir au Cameroun pour rappeler aussi rapidement que j'ai entendu dire sur ce plateau, et j'entends ça depuis, que le Cameroun est en train d'acquérir de l'expérience pour pouvoir penser des règles du jeu électoral consensuel. Je vous rappelle que le Cameroun a connu les premières législatives en 92, en 92, les secondes en 97, les autres en 2002, en 2007, nous sommes en 2013. Donc, je peux être d'accord que l'intelligence c'est la somme des erreurs, mais des erreurs après des expériences longues ne peuvent plus être des erreurs qui doivent arriver, une intelligence qui va arriver sur la base des erreurs. Et je voudrais dire rapidement, je crois que c'est Paul Ken qui disait que, c'est mon aîné Sadio, qui disait que les opposants ont été d'accord, se sont accordés sur les règles et ils sont allés
Les opposants ont posé un certain nombre de revendications, mais je dois mettre opposants entre guillemets, ont mis un certain nombre de revendications sur la table de l'ECAM pour qu'on aboutisse à un consensus politique devant guider la transparence, la crédibilité des élections. Mais tout ceci a été bafoué. Et maintenant, au moment où le parti au pouvoir appelle aux élections, tous ces opposants partent quand même. C'est-à-dire que les règles sont mauvaises, mais on y va quand même. Vous comprenez? Donc, nous avons au Cameroun, comme on va retrouver la Guinée tout à l'heure, c'est-à-dire un paysage politique qui a un multipartisme numérique, qui n'admet pas de pluralisme politique, mais qui consolide plutôt le monolithisme pluriel. Donc, vous avez d'un côté ceux qui entretiennent le conformisme ambiant, c'est-à-dire acceptent de vivre en conformité avec la pensée unique, et de l'autre côté, malheureusement, majoritairement dans l'opposition, ceux qui se servent de la contestation comme passerelle d'accessite pour accéder à un poste de pouvoir ou à la constitution d'une plateforme financière. Paul Keng disait à juste titre tout à l'heure que Issa Chiroma ne va pas passer. C'est un exemple très précis. Maintenant, je reviens en Guinée. Voilà. Pour dire que au niveau de la Guinée, ça va être le même spectacle. Vous avez l'élément fondamental, c'est toujours le conseil électoral indépendant. Hein? Que ce soit au Cameroun ou en Guinée équatoriale, on a des problèmes avec cet instrument. Vous comprenez? Parce que ces membres de cet élément indépendant sont toujours nommés par celui qui tient les manettes du pouvoir. Hein? À partir de ce moment-là, ça ne va pas marcher. Vous comprenez? Parce que ce conseil-là va jouer exactement sur les desiderata de la personne qui l'a mis en place. Et qu'est-ce qui pourrait justement se passer en Guinée? Parce que là, les informations sont claires, la tension plane sur le pays, parce qu'il y a des rumeurs, en principe, qui montent sur le fait que l'élection, il risque d'avoir un hold-up électoral. C'est clair. Ça, c'est le mécanisme depuis le discours de la Baule et les élections qu'on a connues en Afrique francophone. Hold-up électoral, avant, c'était les coups d'État. Peut-être sanglants avec des morts et tout ça. Maintenant, ce sont les hold-up électoraux qui sont pensés par la France. Ils ne sont pas pensés qui sont pensés par la France. Parce que j'ai dit que dans nos pays, nous avons des instruments de contrôle de nos chefs d'État. Et tant qu'on contrôle les chefs d'État, toutes les élections qui vont se passer seront contrôlées par l'extérieur. Et je dois vous rappeler. C'est-à-dire que pour le cas de la Guinée, les élections qui risquent d'être... J'explique ça en sortant. Pour dire que ce soit Alpha Condé, qui a été soutenu par la France, parce qu'il fait partie de ce que j'appelle les nationalistes colonialistes. Hein? Jusqu'à maintenant, on pensait que ça pouvait être quelqu'un qui pouvait apporter des solutions. C'est du mensonge. Et maintenant, Cellou Dalein Diallo, lui-même a été reçu par Claude Guéant en 2010. Parce qu'on pensait, avant l'élection de 2010, on pensait que c'est lui qui pouvait être le meilleur interlocuteur de la France. Et ça, c'était sous les bons auspices de Robert Bourget. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? Ce qui peut se passer, c'est ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'on va d'abord avoir une instabilité politique hein, après ces élections. Et on va ramener donc l'arbitre légendaire, les Nations Unies, pour pouvoir essayer de mettre les uns sur la table et trouver un gouvernement consensuel. Je voudrais ajouter quelque chose à sa suite. Oui, monsieur Paul. En réalité, dans tous les pays africains, surtout ceux qui sont dans le giron francophone, il se trouve que ce soit les opposants ou ceux qui sont au pouvoir, chacun a son français. Ça, il faut le savoir. Et je me base sur une réponse donnée par Henri Hoogbenlé lors d'une conférence de presse à l'hôtel Liwat organisée par la Nouvelle Expression. Un journaliste lui a posé la question au savoir, Monsieur Hoogbenlé, dites-nous, au cas où vous êtes au pouvoir demain, est-ce que vous allez couper le pont avec la France? Parce qu'on sait que ceux qui sont là ont certaines personnes à l'Élysée dit chacun a ses Français. Et ça, c'est une réalité. Chacun a ses relations à l'extérieur. Mais les relations là doivent profiter à qui? Ce sera un autre débat. Je vous propose, parce que là, on va tout à l'heure, Manuela, prendre l'élément qui nous présente le président guinéen. Mais peut-être on est passé très vite, parce qu'à la régie, il y a un ajout de temps qui a été effectué. On est passé très vite sur l'élément du Cameroun. Il y a quand même ces titrailles là qui montrent que le président de la République, il a pris un bain de foule. Il aurait fait une campagne le jour du scrutin. Pratiquement. Il a aussi annoncé la mise en place du Conseil constitutionnel, M. Paul Keng. Oui, c'est une question un peu difficile pour nous qui ne sommes pas des acteurs politiques, mais nous pouvons quand même donner notre opinion là-dessus. Selon la loi, le président est allé en marge de ce qui est autorisé. Mais vous comprendrez que
C'est tout à fait normal. Nous sommes en guerre, en compétition politique. Le président de la République n'entend pas laisser l'espace qui lui est encore réservé. Mais il faut quand même reconnaître qu'il est allé au-delà de ce que la loi prévoit. Monsieur Sadio, vous appréciez ça, vous dites que vous avez battu un parti au pouvoir, ça c'est sûr. Mais en réalité, lorsque vous voyez le président le président du Cameroun qui a voté là avec son épouse et puis il a pris un bain de foule. Je n'ai rien. C'est pas le jour du vote que le vote se déroule. C'est pas le jour du vote. Il est sorti de sa maison, il a pris un bain de foule avec son peuple. C'est tellement légitime. Je ne vois rien à y redire. Franchement, je vous dis en tant que quelqu'un qui était contre le parti au pouvoir. Vous savez, ces batailles ne se gagnent pas le jour du vote. Et je vous le répète. Watt voulait nous imposer 25%. Vous savez ce que ça voulait dire? Le premier qui est arrivé à 25% est l'élu. Donc on allait même partir dans un tour unique. Mais les gens se sont levés comme un seul homme. Ils voulaient les trouver avec ces députés à l'Assemblée pour leur dire que cela ne passe pas ou le pays brûle. Ils ont refusé. Et il est revenu sur sa décision. Non, c'est des humains. Vous savez, il ne faut pas se lever le jour du vote dire attendez, madame, je chute. Sinon, on n'est pas là pour farcer, pour faire la farce. J'ai dit, le jour du vote, tout le monde est prêt d'abord à aller mettre son bulletin. Si monsieur le président de la République, que je respecte beaucoup, quitte sa maison, il fait un bond de foule, il salue son peuple. Jusqu'ici, c'est lui le chef d'État. Voilà. Il a son parti qui est en train d'être en concurrence avec des gens. Mais il se permet un bain de foule. C'est rien. Moi, il peut faire son bain de foule devant moi. Après, je pars voter contre lui. Alors, voilà, Manuela, on va prendre peut-être, avant de revenir sur ce débat, on va prendre l'élément... La Guinée-Conakry me souffle que c'est l'élément sur les affrontements à la veille de l'élection. Tout à fait, en Guinée-Conakry. Oui, la Guinée-Conakry. Voilà. La mairie de Hamdallah Mosquée, transformée pour l'occasion en point de ralliement en vue des élections législatives. Ici, plusieurs centaines d'électeurs inscrits viennent retirer leur carte d'électeur. Malado, tout juste 18 ans, ne trouve pas son nom sur les listes finales, malgré une recherche approfondie et aidée d'un agent de la mairie. Dans ce bureau, près de 50 personnes sont dans son cas. Si jamais ils n'arrivent pas à retrouver leur carte, leur photo, nous on va les inscrire et chaque soir, il y a un représentant de CEPI qui vient ramasser les papiers pour remonter. En 2002, elle était encore une enfant lorsque les dernières législatives ont eu lieu. Si elle obtient sa carte d'électeur dans les délais, elle votera alors pour la première fois. Mais à quelques heures du scrutin, elle est sceptique. J'ai peur puisque là, ça fait des jours, je cherche ma carte, je ne le trouve pas. Maintenant, c'est demain le vote. On me dit d'attendre. Je ne sais pas quoi faire. À la veille du scrutin, la CENI, la commission électorale indépendante, annonce qu'environ 92% des électeurs guinéens ont obtenu leur sésame. Toutes les anomalies recensées seraient en passe d'être réglées et ils tiennent à rassurer la population. Peut-être même que des dispositions seront prises pour faire un peu de dérogation à la loi pour que parallèlement au vote, qu'il y ait des espaces aménagés pour continuer la distribution des cartes. Une de nos missions est de mettre le citoyen dans toutes les conditions d'exprimer son suffrage. Au cœur des multiples reports de ces législatives, l'opposition réclamait notamment une réforme du fichier électoral et un nouveau découpage électoral pour rapprocher les électeurs des bureaux de vote. Samedi, près de 5 millions d'électeurs sont appelés à élire leurs 114 députés, représentés par une trentaine de partis au total. D'accord, monsieur Sado, vous avez vu les images. Qu'est-ce qui peut expliquer ces anomalies? J'ai remarqué un progrès notoire que je salue. À 18 ans, on peut voter. Ce qu'Abdou Diouf nous avait permis. Les gens avaient amené le vote à 21 ou 22 ans, croyant qu'on est mature jusqu'à 22 ans. Mais Abdou Diouf est venu, il dit, mais pourquoi les Sénégalais ne votent pas? Il baisse non seulement le vote à 18 ans, ce qui est très salutaire, et de deux, il dit, mais les partis politiques, parce qu'il y avait trois courants comme Senghor, vous savez que il avait toujours une pensée occidentale, lui. Il dit, bon, je crois qu'en Afrique, s'il y a des démocrates et des républicains et des socialistes, communistes, ça suffit. Abdou Diouf vient, il dit, non, les gens ne votent pas, ils sont toujours abstentionnistes. J'ouvre les vannes. On est arrivé, vous vous rappelez, le Sénégal était le premier à avoir 14 partis politiques. Les gens disaient, oh, à la fac, on me disait, mais vous êtes malade. Hein? Un pays petit comme ça, vous avez... Aujourd'hui, on trouve 200 chez les autres.
C'est pas mal. Ça veut dire que nous, on a ouvert le bal et les gens ont pris la danse. Maintenant, ce qui est sûr et certain, et je le dis, cette fille qui se lamente, qui se plaint, qu'il n'a pas eu sa carte, pourquoi elle s'est levée tard? D'abord, l'élection de la Guinée était phagocytée par Alpha Condé. Oui. On a repoussé, poussé et repoussé. Moi, le conseil que je donne aux Guinéens, aujourd'hui, Alpha est à 3 ans de son élection. Il a été élu à 3 ans, hein, si je pense. Grâce à la subtilité de l'Algèbre, je le dis toujours. Tu ne peux pas avoir 15, hein, quelqu'un à 41, même si deux personnes s'allient à lui, tu ne peux pas le dépasser. Mais bon, ça c'est un fait acquis, on ne revient pas là-dessus. Ce que je demande aux Guinéens, mettre la Guinée qui est dans une précarité assez avancée, encore se lever et créer des tensions qui vont arranger les Français, les Occidentaux. Je me porte à faux contre cela. Vous adressez à qui particulièrement? Aux opposants. Aux opposants, au peuple guinéen. Qu'ils sachent raison garder, que les résultats sortent. Parce que là, il est en train de faire du laboratoire. Moi, ce qui m'inquiète même en Afrique, on vote aujourd'hui, on attendra 10 jours pour que les résultats sortent. Alors qu'ailleurs, les résultats sortent dès le lendemain, dès les 3 jours qui viennent. Ça, c'est le laboratoire, c'est leur problème. Mais je voudrais qu'ils se calment. Et ça, j'insiste là-dessus. Vous chutez par là? Excusez-moi, la Guinée met trop cher. Alpha, là où il est là, il n'a pas plus de 12%. Il est en train de faire avec ses militaires. Si ça se fait kazakh, les militaires viennent s'installer encore. Ils continuent leur trafic, et avec l'aide de la France, la France, toujours la France, qui ne veut pas libérer. Parce que les Guinéens ont trop souffert. Ils ont construit eux-mêmes leurs propres écoles. C'est eux qui amenaient les parpaings, les élèves. Ils amenaient les graviers. La France ne leur avait rien laissé. Ils se sont battus jusqu'à arriver à la former des intellectuels. Pardon, ce n'est pas pour des ambitions politiques. Parce que la politique continue et le pays reste, les politiciens partent. Ils nous promettent les cadeaux qu'ils nous donneront, ils prennent l'argent là de nous. Hein? Ils n'ont jamais donné de l'argent. Ce qu'ils promettent comme cadeau, ils achètent ces cadeaux-là avec notre propre argent. Nous, les contribuables. Okay, d'accord. Monsieur Sapak, est-ce que vous êtes d'accord avec Monsieur Sado? Et peut-être ça va permettre de répondre à la question de savoir pourquoi est-ce qu'on observe toujours ces anomalies précisément en Afrique centrale? Je dois déjà dire que M. Sajo a raison sur un élément. Ça veut dire qu'il faut absolument conscientiser la masse parce qu'un peuple formé et donc éclairé n'a plus besoin de guides éclairés. Ça veut dire qu'il est formé et il agit seul. Maintenant, nous avons des peuples qui sont dans l'analphabétisme, l'inculture politique généralisée. Ils ne peuvent pas comprendre, ils sont suspendus aux revendications biologiques qui n'ont rien à voir avec le rationnel qui devait les amener dans des partis politiques pour des convictions militantes. Et maintenant, les raisons qui amènent ces histoires sont très simples. Ce sont des travers qui sont préparés, savamment préparés, je vous ai dit, par les concepteurs des hold-up électoraux chez nous. C'est-à-dire que le bricolage, l'improvisationnisme, le bagou de marchand de chameaux et le je m'en foutisme que vous voyez, c'est préparé. Ne croyez pas que les Africains sont idiots. Ils savent où ils sont en train de partir. Et donc, tous ceux qui se meuvent devant le peuple pour dire « je vais vous réaliser ceci ou cela », c'est les animateurs du système. Parce qu'on a un problème systémique avec les animateurs de ce système ici. Et je vais sortir avec 2 choses. J'ai entendu parler du Conseil constitutionnel dont M. Paul Biya a parlé au Cameroun. Eh bien, vous devez savoir, toute l'Afrique doit savoir que le Conseil constitutionnel est un instrument qui a été voté par la loi fondamentale de 96, vous comprenez? Pour le cas du Cameroun. Pour le cas du Cameroun. C'est-à-dire que, au lieu de le mettre en place, on a décidé de faire que la Cour suprême siège en lieu et place de ce Conseil constitutionnel. Et vous allez constater que les 2 institutions ne se ressemblent pas. Parce que la Cour suprême, les magistrats sont nommés, avancés, mutés, démissionnés par le président du Conseil souverain de magistrature qui est le chef de l'État. Et donc, ça ne peut pas être un organe qui doit valider définitivement les résultats électoraux et qui doit valider les candidatures définitives aux élections. Maintenant, le Conseil constitutionnel est composé de 11 membres. C'est-à-dire 3 sont nommés par le président de l'Assemblée, 3 sont nommés par le président du Sénat, 3 sont nommés par le président du Conseil constitutionnel. Vous comprenez? Et donc, à partir de ce moment-là, ces gens avaient un mandat avant, selon la Constitution de 1996, ils avaient un mandat de 9 ans non renouvelable. Ça veut dire qu'ils devaient travailler en toute quiétude sans avoir à rendre compte à qui que ce soit. Et c'est eux qui devaient rappeler
le chef d'État à l'ordre par rapport à, par exemple, le dossier de 2008, la modification de la Constitution. Vous comprenez? Et donc, cet organe-là a été mis en veilleuse pour revenir en 2013. Ce sont des calculs politiciens. Mais ce ne sont pas des calculs politiciens qui arrivent du chef de l'État, parce qu'il est juste un animateur. Le chef de l'État camerounais. Voilà. Ça a été conçu par des gens qui veulent qu'il se fossilise au pouvoir pour préserver leurs intérêts. Donc, il faut absolument d'abord combattre cela avant de commencer à venir dire au peuple qu'on va développer ceci ou cela. Et quand j'arrive pour sortir en Guinée, Conakry, je vais parler de la mission parlementaire. Parce que dans tous nos pays, vous allez constater que les députés ne comprennent pas ce que la mission parlementaire veut dire. C'est-à-dire la mission, par exemple, la majorité parlementaire. Ça veut dire qu'on doit s'en servir pour les intérêts exclusifs des populations, parce que les parlements sont la représentation nationale, c'est-à-dire représentés par ils représentent les peuples dans nos pays. Et donc, nos députés qui sont dans toutes les majorités parlementaires modifient les lois, apprécient les lois à partir de l'image de celui qui est le chef. Vous comprenez? À partir de ce moment-là, ils ne modifient pas les lois en fonction des populations qu'ils sont censés représenter. On va quand même, Monsieur Patrick, ça on a compris, mais on va quand même vous interroger, vous tous, sur, en principe, il y a des oppositions en Guinée-Conakry comme au Cameroun. Est-ce que, en regardant ces élections législatives en Guinée-Conakry, municipales et législatives au Cameroun, il y a quand même des forces qui se construisent dans le sens d'un rapport de force politique? Monsieur Paulquin. Oui, je voudrais répondre à cette question, mais tout en revenant sur ce que M. Sapak a dit. Il a parlé de la formation des populations. Que ce soit au Cameroun, au Tchad, en Guinée-Conakry ou aux États-Unis, il y a un problème de fond que beaucoup de personnes essaient souvent d'éluder. Il y a ce qu'on appelle la maîtrise de ce qu'on appelle l'information. Quand vous n'êtes pas informé, on peut vous manipuler. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a parlé d'une France d'en bas et d'une France d'en haut. Je crois que c'est Raffarin. Ça existe partout. Dans un film que j'avais visionné, on parle du secret, la loi de l'attraction. Et on dit, les leaders du passé qui connaissaient le secret voulaient conserver le pouvoir sans le partager. Aussi maintenaient-ils les gens dans l'ignorance du secret. Les gens allaient travailler, rentraient chez eux, avançaient sans avancer. Ça se passe partout. Quand on veut décider de qui doit gérer la France, ça se décide quelque part et on nous fait croire qu'il y a une élection. Même aux États-Unis. Donc, en ce qui concerne les Africains, moi je dirais tout simplement que les uns et les autres doivent, à partir de cet instant où on constate les irrégularités, comment est-ce que ça s'est passé pour que mon vote ne soit pas compté? Il faut que je rentre dans mon fort intérieur et je me pose la question, qu'est-ce qui peut me permettre désormais de prendre soin de mon propre devenir? Parce que certaines personnes confient leur avenir à ceux qui seront déclarés vainqueurs dans les urnes demain. Et là, je dis une fois de plus, il ne s'agit pas d'une élection, il s'agit de la prise de conscience de chacun. Mais à partir d'où? De ce qu'on appelle la maîtrise de l'information. Parce que celui qui n'est pas informé, il n'est pas différent d'un morceau de bois qu'on déplace et qu'on remet à une autre place quand et où on veut. Alors, vous voulez dire que même les partis politiques de l'opposition, je prends le cas du Cameroun, parce que pour cette élection, 29 partis, 35 partis, en fait, pour cette élection, est-ce que les partis, il n'y a pas des forces qui peuvent émerger? On parle là-bas du SDF, Monsieur Etouni, les forces vont émerger, mais qu'est-ce qui va se passer? Si jamais j'entends parler d'un parti ou le MR ou MRX, si jamais... Vous voulez parler du MRC, pour être précis. Voilà ce qui va se passer. Et nous l'avions vu. Quand le MDR avait fait une percée dans l'extrême nord. On a appelé le MDR, on a négocié et on a mis de côté. Qui l'a appelé? Mais c'est celui qui est au pouvoir qui négocie. Le parti au pouvoir. Donc les militants de ces partis d'opposition qui ont voté certainement en faveur de leur candidat risquent d'être surpris qu'à la dernière minute, si le pouvoir en place se sent marginalisé à un moment donné à partir des résultats, on va appeler les leaders. Et c'est comme ça que le peuple sera encore
lésés à la démocratie. Alors on se trouve là dans un marché en commerce. Monsieur Kondi, j'aimerais qu'on revienne sur le cas de la Guinée-Conakry. Oui, tout à fait. Il faut que notre débat serve à ceux qui nous écoutent et à nous-mêmes. Oui, monsieur Sadio. Voilà. Qu'est-ce que le vote même, c'est quoi? Là, c'est les municipales et les mairies. Législative et municipales. C'est ça. Mais moi, je ne vais pas voter M. Toké, qui est dans son bureau avec sa cravate et qui n'est jamais descendu voir les foules. Il est toujours de proximité. Oui. Moi, je vous dis, moi, je suis. C'est terrible. Et ce n'est pas l'argent qui me fera voter M. Toké. Il n'a qu'à me donner son argent. Je vais bien aller prendre un beefsteak. Mais le jour que moi, je vais voter pour l'intérêt de l'eau potable de mon quartier, de la luminosité de mon quartier et des soins de petites nécessités, mais je ne vais pas voter M. Toké. Quand il me dira, mais tiens, vous m'avez... Il y a des gens qui te diront, j'ai été trahi. Hein? Les gens, je les ai donné à manger et personne ne m'a voté. Moi, je te répondrai que parce que tu ne vaux rien. Hein? Pareil pas ce que le peuple attendait de toi, on ne te voit pas. C'est clair, c'est pas une élection présidentielle, c'est municipal. Il ne faut pas aller voter pour les beaux yeux ou la belle chemise. Mais pour le cas de la Guinée, on embraye. Mais la Guinée, justement, aujourd'hui, ils sont là, ils partent chez celui d'Alain Diallo, qui est majoritaire presque, parce qu'il est populaire. On ne pourra jamais chasser l'histoire d'ethnie en Afrique. C'est le premier mal qu'il faut combattre. Je vote pour mon frère. Moi, je ne le ferai jamais. Si mon frère est inutile pour moi, je vote pour le frère de l'autre qui est utile pour moi. Avant de continuer dans le cas de la Guinée-Conakry, on va prendre d'abord un élément. Il s'agit d'un élément sur la Fondation pour la démocratie et la gouvernance. Donc, on aura une réaction apparemment du président Alpha Condé. Tout à fait. La Guinée-Conakry est-elle en danger? Ce n'est hélas pas une question, c'est une affirmation et une réalité. Quel danger court la Guinée? Une nouvelle élection volée par Alpha Condé. En 2010, il a volé une première fois le résultat de l'élection présidentielle en payant 14 millions à une société sud-africaine. La même société est engagée maintenant pour les prochaines élections qui ont lieu dans quelques jours. Eh bien, il se prépare en fait un nouveau scénario ivoirien, un nouveau scénario rwandais en Guinée. Parce que M. Condé a depuis des années réprimé dans le sang, à balles réelles, les oppositions et les manifestations démocratiques dans la rue. Ce monsieur est un voleur d'élections, un trafiquant. Il a à sa solde un régime et il est en train d'en faire une nouvelle kleptocratie. Hélas, l'Europe ne bouge pas, ne dit rien et continue à verser de l'argent à grands fonds vers la Guinée. Cet argent ne profite pas au peuple guinéen. Cet argent est dévié dans les caisses de M. Condé et de sa famille. Il faut que ça cesse. Il faut que la communauté internationale se saisisse de ce dossier et je voudrais alerter les décideurs politiques. Si vous ne faites rien maintenant, il ne faudra pas venir dire après que vous ne saviez pas. Alors là, on est en Guinée-Conakry et les propos sont assez durs pour le président. Oui, monsieur Sadio. Oui. C'est un blanc que nous critiquons tous les jours qui dit ça. Et c'est eux qui sont cause de tout ça. Mais je lui concède sa lucidité. Je vais vous dire, Alpha Condé, son fils, Mohamed, il est conseiller à la présidence. Ce garçon n'a jamais travaillé. Il a attendu qu'Alpha vienne au pouvoir pour se signaler en face des Guinéens. Alpha est parti en Europe à l'âge de 15, 13 ou 14 ans. Nous, on a vu Alpha Condé. Il travaillait pour Bolloré dans le cacao, il a gagné. Alpha n'a vécu que dans la solde de haute bourgeoisie. Mais lui, les Siraju Diallo et tout ça étaient des opposants. Par contre, Siraju, à la différence, sans que je le supporte, partait en Guinée passer les vacances. Vous validez ce qui vient d'être dit là? Je valide ça et je suis très d'accord avec ce blanc d'où je ne sais pas d'où il vient. Mais même chez les blancs, il y en a des bons quand même. Il ne faut pas qu'on les rejette tous. Merci. Non, on est pour Poutine. Oui. Mais quand Poutine se lève, comme on parlait du président Biya tout à l'heure, sans cautionner, je suis du Sénégal, mais je dis la réalité du monde. Poutine, quand il se lève, il fait des honneurs et il se permet certaines extravagances. Mais n'empêche que les Africains cautionnent Poutine. Hein? Donc, je suis d'accord. Et Poutine vient de nous aider avec la Syrie. Il s'est opposé à ce qu'on marche sur la Syrie comme qui Merci, monsieur Sadio. Donc, chacun on va rester sur les élections en Guinée. Nous sommes vraiment à la fin de l'émission. Je veux rapidement sortir pour esquisser quelques Monsieur Patrick Safak, oui. D'abord, reconnaissant qu'il faut préciser déjà à l'Afrique
que nous n'avons pas une animosité contre le peuple français, qui majoritairement est ignorant de ce qui se passe entre la France et l'Afrique. Le peuple français. Il y a des Français que vous allez rencontrer, si vous leur expliquez l'extraversion de leur pays en Afrique, ils seront pantois. Donc ce sont les gouvernants français qui entretiennent ce mécanisme-là. Maintenant, pour sortir, il faut absolument que les partis politiques affrontent centralement ces questions des accords de coopération. Un parti politique sérieux doit affronter ça avant de venir raconter n'importe quoi au peuple. Et derrière, il faut de la formation politique solide de la masse, parce que je viens de dire, et je répète en sortant, qu'un peuple formé et donc éclairé n'a plus besoin de guides éclairés. Voilà. Merci, M. Paul Keng. On est vers la fin de l'émission, pratiquement. Je voudrais... on va revenir certainement. Je voudrais, au sortir de ce débat, relever deux choses qui ont failli aider ceux qui veulent absolument conserver le pouvoir sous prétexte qu'ils veulent soutenir le chef de l'État en place, le président Paul Biya. Ils ne sont pas là pour l'aider. Ils veulent protéger leurs propres intérêts. Nous l'avions vu notamment avec les émoluments que le chef de l'État a accordés dernièrement aux chefs traditionnels. Tout à fait. En pleine période électorale, cette décision du chef de l'État a été mal perçue. Les gens ont estimé qu'il était en train de draguer les décisions ou le soutien des chefs traditionnels pour qu'ils obligent leur sujet à voter pour le président de la République. Mais le président s'est ressaisi en évitant de venir inaugurer, donner le coup de pioche d'un pont qui allait certainement, que les populations de la ville de Douala attendent depuis. Si le président n'est pas venu, je pense que c'est une bonne chose, parce que... Monsieur Paul Keng, ce que vous dites là, il faut préciser peut-être qu'il y a eu des travaux à 2-3 reprises pour parce que cette pierre, et que de l'argent a été enterré là-dessus. Il y a de l'argent, ils n'ont pas eu l'autorisation du chef de l'État que je viendrai à Douala pour présider cette manifestation, et ils avaient leur calcul politique. Regardez combien d'argent on a gaspillé, parce que les gens voudraient absolument... 850 millions, c'est ça? Les gens voulaient profiter de cet événement pour se faire élire. Il faut absolument stigmatiser ce genre de comportement. D'accord. Daniel Toko. Oui, monsieur Daniel Toké. Oui, je pense que la véritable question ici n'est pas seulement la question de la formation de la masse, mais même la qualité de nos politiciens. Nous n'avons pas de politiciens de métier. Si vous regardez un peu dans le gouvernement, je prends l'exemple du Cameroun, ce sont les docteurs en médecine, les professeurs de machin, ce sont des gens qui sont formés pour enseigner, pour administrer, qui, sur le coup de la fortune ou bien de l'opportunité, sont devenus des leaders politiques. Simplement pour faire la politique du ventre. Moi, je dis que leurs motivations sont exclusivement d'ordre de survie. Les gens, ils briguent les postes pour avoir un emploi ou alors pour avoir une couverture pour leurs affaires mafieuses. Parce qu'ils ont une certaine immunité politique qui fait que les gens ne vont pas mettre le nez dans leurs affaires ou simplement pour se créer des réseaux relationnels pour faire marcher leurs affaires. Mais l'intérêt du peuple, en aucun moment, n'est mis en exergue. Tout ce qu'on vient de lire là, de toutes les façons, ce sont les gens du même parti qui sont devenus comme des satellites pour brouiller les cartes de l'opposition. Alors, quand on a parlé d'opposants ici, entre guillemets, vous chutez par là, M. Daniel Toké. Alors, je dis simplement qu'il faut déjà que nous ayons des hommes politiques formés à faire la politique. Pas forcément des intellectuels ou bien des supposés intellectuels ou élites qui veulent s'accaparer d'une certaine surface de la société pour prétendre être au-dessus de tout le monde et mener les gens en bateau comme les moutons de Panurge. Merci. Quand vous l'aurez dit, Manuela, vous voulez encore... Oui, j'aimerais que M. Sado me dise un peu, selon lui, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ces irrégularités? Mais justement, vous êtes bien servi dans ce pays qu'on appelle le Cameroun. Mieux vaut tard que jamais, parce que votre président, je crois, qu'il est en train de faire la différence entre la bonne graine et l'ivrée. Pourquoi je vais le dire? Parce que les gens, comme il le dit, ils se cachent sur certaines prébandes pour se faire élire. Mais c'est les peuples, il faut la formation. Il faut former les peuples. Je vous assure, il faut former les peuples. Il y a des endroits aujourd'hui où, si vous voulez vous évertuer à des fraudes électorales, on barre ça. Parce que si le bureau a plus de votants
que d'inscrits, on sursoit à ça et c'est Dakar qui tranche. Si Dakar fait son affaire, c'est son affaire. Mais il faut être vigilant, former ses militants. Donc pour ça, il ne faut pas attendre les prébendes qu'on te donne pour la campagne électorale. Il faut se mettre sur le terrain, il faut aller voir si les gens n'ont pas de puits ou de forage. Mais c'est ça, c'est le minimum vital. Qu'on demande à un élu du peuple de vouloir s'acquérir, ce n'est pas le président qui va quitter de son bureau pour savoir qu'il n'y a pas de l'eau à Signan ou bien dans mon village de Djibanar. Non, c'est les élus locaux qui doivent le faire. Et si ces élus locaux ne valent rien, vous les jetez dehors. Il n'y a même pas de négociation là-dessus. Ça ne se négocie pas. Merci, monsieur Sadio Manuela. Monsieur Daniel Toqué, monsieur Patrick Safak, monsieur Paul Keng, avec monsieur Sadio Manuela. C'est terminé pour cette émission. C'est d'ailleurs la première pour cette série des élections législatives en Guinée-Conakry et municipales et législatives au Cameroun. Car pour le Cameroun, la période du dépouillement est là et les résultats vont être donnés dans les semaines qui vont suivre. Et nous sommes là sur Afrique Média pour cette formation justement et cette sensibilisation. Nous rappelons également que nous allons vraiment y revenir sur ce sujet tout au long, dans l'attente également des résultats de ces législatives-là, soit au Cameroun, soit en Guinée-Conakry, surtout que M. Sadio apparemment beaucoup a dit. D'accord, c'est donc la fin de cette édition spéciale. Mesdames et messieurs, merci de votre attention et rendez-vous pour la prochaine édition sur Afrique Média.